de l'innovation dans le traitement par cathétérisme des cardiopathies congénitales de l'adulte. Dans un premier temps, je voudrais rappeler que désormais 95% des enfants avec une cardiopathie congénitale ont la possibilité de devenir adultes avec une prise en charge optimale, et y compris pour les cardiopathies congénitales les plus complexes. Nous avons documenté sur le diagramme suivant, en Île-de-France, l'augmentation du nombre d'adultes hospitalisés avec cardiopathie congénitale qui croît de façon continue depuis plus de 10 ans désormais. Et nous avons observé que le nombre d'interventions par cathétérisme a quasiment doublé sur 10 ans, en raison soit de lésions qui sont diagnostiquées tardivement, comme par exemple les CIA osteomusonum, les CIA sinus-venous, les coarctations aortiques sur un bilan d'hypertension artérielle du jeune adulte, ou alors en raison de lésions résiduelles post-opératoires, notamment toutes les cardiopathies nécessitant un tube entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Ce tube va devoir être changé avec le temps, avec la croissance et à l'âge adulte, et puis aussi parce qu'il y a le développement de nouvelles options, solutions percutanées, avec les nouvelles procédures qui se développent, de nouveaux dispositifs médicaux, et nous allons détailler plus précisément cela. En premier lieu, pour la CIA osteomusonum, la forme classique, on sait maintenant depuis 30 ans que le traitement par cathétérisme avec des occludeurs fonctionne parfaitement bien. Les données à plus long terme confirment ces résultats initiaux, montrant d'excellents résultats à moyen terme. Les quelques nouveautés concernent des évolutions des dispositifs, notamment pour le classique système Abbott, eh bien, un système de pause plus souple a été développé afin d'éviter d'avoir une espèce de tension sur la prothèse qui pouvait gêner lors du déploiement. Et donc ça a été résolu par ce nouveau câble qui vient d'être validé, avec une étude prospective multicentrique internationale à laquelle nous avons contribué. Et puis d'autres dispositifs médicaux sont apparus, notamment la prothèse Gore, qui a l'avantage de comporter moins de métal, avec potentiellement moins de risque d'érosion, même si ce risque est très faible. Et puis une autre prothèse avec un concept intéressant, des mailles biorésorbables de part et d'autre, avec une prothèse couvrant par ailleurs la CIA de façon non résorbable. Et c'est peut-être des éléments d'avenir permettant d'avoir moins de matériel et moins de risque de complications mécaniques, même si encore une fois ce risque était extrêmement faible. Pour ces devices, la prothèse Gore commence à avoir un peu plus d'évidence, la prothèse Carag étant actuellement en développement. Dans le domaine des communications interatriales, l'évolution concerne surtout les CIA sinus-venosus, dont vous savez qu'elles associent un retour veineux pulmonaire normal partiel, constitué souvent de plusieurs veines dans la veine cave supérieure, en association à la communication interatriale. Et bien, une procédure par voie percutanée a été développée il y a environ 10 ans. Nous avons réalisé le premier cas en France il y a maintenant 3 ans. Et cette procédure prend la mise en place d'un stent couvert dans la veine cave supérieure, permettant de rediriger de façon postérieure le flux des veines pulmonaires vers l'oreillette gauche. Ce stent couvert permet d'éviter tout shunt persistant. Voici comment se déroule la procédure. Donc, 2 amorphènes fémoraux, un qui va servir à réaliser une fonction transseptale sous le défect, de façon à pouvoir avoir l'accès dans l'oreille gauche, permettant de protéger éventuellement la veine pulmonaire avec un ballon si nécessaire. Une angiographie dans le tronc veineux illuminé pour repérer la position et la mise en place de notre stent. Une angiographie dans le auriculaire. On achemine ensuite une longue gaine. Ici, vous voyez un test ballon qui permet de prendre des mesures de la distensibilité de la veine cave supérieure pour choisir la taille du stent et vérifier avant, avec ce test ballon, que l'on ne va pas comprimer la veine pulmonaire. Pour agir dans la veine pulmonaire, on ne voit pas de gêne au flux, donc on a un bon tunnel qui va se créer des veines pulmonaires vers la gauche. On achemine cette longue gaine qui va nous permettre d'acheminer protégé un stent couvert dans la veine cave supérieure. C'est des stents souvent longs et de grand diamètre. Le stent est déployé progressivement
en plusieurs temps, en vérifiant l'échographie et sur les angiographies que l'on ne va pas boucher la veine pulmonaire. Et le stent est déployé complètement sur ballon avec un contrôle final montrant une bonne perméabilité du flux, sans chute résiduelle et un stent parfaitement en place. Cette nouvelle procédure a donné lieu à une publication d'une expérience internationale il y a désormais 2 ans, qui va être actualisée prochainement sur les 75 premiers patients traités dans le monde, auxquels nous avons ajouté quelques premiers cas. Et des bons résultats ont été montrés, même si quelques complications ont été rapportées, notamment le risque d'avoir une embolisation du stent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé pour développer un long stent couvert en partenariat avec Andratech, avec ce développement d'un stent Optimus de 100 mm de long, qui a été implanté chez quelques patients en France, notamment dans notre centre au Royaume-Uni et en Allemagne, et ayant donné lieu à la publication des premiers résultats l'année passée. Ce stent est parfaitement efficace et bénéficie pour choisir sa longueur et sa position de la simulation, que ce soit numérique ou sur un banc d'essai imprimé 3D que nous avons développé. En ce qui concerne les autres shunts, sur les CIV, finalement, toujours un petit peu décevant, on n'a pas encore de bonnes prothèses pour les fermetures de CIV membraneuses parfaitement validées. Néanmoins, on peut utiliser de façon détournée quelques prothèses, et on peut aussi utiliser la prothèse MFO, multifenestreuse occluder, qui est une prothèse finalement de fermeture de canal artériel associée à un disque. Et cette prothèse a la particularité de pouvoir être vissée des deux côtés, ce qui nous permet de la déployer soit par le côté droit, soit par le côté gauche, selon le profil du patient et l'indication. Cette prothèse est assez intéressante, comme ici, illustré ici, dans ce cas de fermeture percutaneée de CIV membraneuse. En ce qui concerne le traitement des lésions sténosantes et notamment de la coarctation aortique, la place du cathé est désormais bien affirmée en première intention pour le traitement des recoarctations, ainsi que pour le stenting des coarctations natives de l'adulte. On utilise préférentiellement, même si c'est débattu selon les équipes, des stents couverts, et notamment le stent Bentley Bigraft aortique, comme illustré sur cette angiographie, qui a la propriété d'être déjà sorti sur un ballon, d'arriver prémonté et d'avoir une membrane intégrée au stent, donnant un très bon résultat et permettant de prévenir le risque d'avoir une érosion de la paroi aortique. L'alternative est le stent Optimus couvert, une nouvelle fois, dont nous avons aussi, avec l'aide de l'équipe de Necker, montré l'intérêt pour le traitement des lésions sténosantes congénitales. Ce stent est non prémonté et assertir manuellement sur un ballon, mais assertir sur un ballon double ballonnet type Bible qui permet une expansion harmonieuse et en adéquation avec la morphologie de la porte. Les évolutions concernent aussi la revalvulation pulmonaire percutanée. La valve Mélodie a été développée initialement depuis les années 2000 et a permis de traiter des voies droites défaillantes, sténosantes ou fuyantes, de 16 à 22 mm, avec initialement une implantation de déconduit, puis une extension progressivement sur des voies natives, post par exemple le tétrangéphalo patché. La valve Sapien a été la deuxième évolution, d'abord dans sa version XT, puis désormais dans sa version Sapien 3, et elle a été copiée par la MyValve qui reprend le même design, permettant d'élargir les indications même jusqu'à 32 mm, avec quelques cas qui ont été réalisés de façon compassionnelle. Ces deux valves, Mélodie, Sapien et MyValve, ces trois valves, sont des valves serties sur ballon, ballon expandable, qui s'expandent par le ballonnet. À l'inverse, pour aller chercher les patients avec des voies natives larges patchées de tétracéphalo, des valves auto-expansibles ont été développées, comme la valve Venus qui est désormais disponible en France, permettant d'avoir des diamètres de valve jusqu'à 36 mm et permettant de traiter des voies avec jusqu'à 32-34 mm. 36 mm c'est pour la partie centrale, mais les zones proximales et distales sont de diamètre
Le même design est retenu dans la valve Harmony, mais qui n'est pas encore actuellement disponible en France. Et le système Altera est un système un petit peu différent, avec un stent auto-expansible qui reprend le même design qu'une valve auto-expansible et dans laquelle ensuite il faudrait venir insérer une valve Sapien 3 29 secondaire. Ce système Altera n'est pas encore disponible en Europe. Donc avec l'expérience grandissante, on peut s'attaquer sur des voies de plus en plus difficiles, comme par exemple cette voie large native patchée, où a été mis en place une valve Sapien 3 avec succès, proche de la bifurcation. Et on commence à avoir des données assez intéressantes sur la Sapien 3. J'avais pu collecter l'année dernière 840 patients traités par valve Sapien 3 dans 35 centres en Europe, Moyen-Orient et Canada. Permettant de montrer que les résultats à moyen terme sont excellents, avec des faibles taux d'endocardite, quelques cas de thrombose, mais vraiment un faible taux, et plutôt des bons résultats en termes de durabilité de la valve, en particulier pour les valves les plus larges. On voit que pour la valve 23, on peut au bout de 5-6 ans commencer à voir une incidence de revalvulation significative. Donc il faut chercher à mettre en place des valves le plus large possible pour la durabilité la plus longue. Pour les valves auto-expansibles, l'expérience Venus est en train de démarrer en Europe et notamment en France. Voici l'exemple d'un de nos premiers cas implantés à Marignane sur une 9 réalisée à ce jour, où la valve est déployée en retirant petit à petit sa protection, et vous voyez, elle permet de traiter des voies natives de plus en plus larges. Un registre européen est en cours sur ce sujet. Enfin, des nouvelles techniques sont déviées des techniques adultes, et notamment par exemple un système du nitraclip ou du triclip, qui consiste à mettre un clip sur les valves pour corriger une régurgitation, commence à être utilisé de façon détournée, mais avec succès, sur certaines cardiopathies congénitales. Et un registre français est en cours sur le sujet. Donc, en conclusion, on observe beaucoup d'innovations dans le traitement par cathétérisme des cardiopathies congénitales, de l'adulte en particulier, qui concernent à la fois le fait d'avoir des nouveaux dispositifs médicaux, des stents de plus en plus bien designés, de bonne qualité, et puis des nouvelles valves, des nouveaux impulseurs. Ces nouveaux dispositifs médicaux permettent d'envisager de nouvelles procédures plus complexes. Néanmoins, il faut garder à l'esprit qu'on a besoin de plus en plus d'évidence clinique maintenant pour pouvoir utiliser ces dispositifs, notamment en Europe, où le changement de législation MDR est de plus en plus exigeant avant de pouvoir labelliser, marquer CE et donner l'accord pour l'utilisation de ces dispositifs, y compris pour les maladies rares telles que les cardiopathies congénitales, ce qui n'est pas sans poser parfois quelques difficultés d'approvisionnement ou de disponibilité de ces dispositifs. Et je me tiens désormais à votre disposition pour toute question.